Voilà Arnaud, il est 12h31. On a attendu une petite minute pour que les derniers participants nous rejoignent. Et donc, il est l'heure de commencer ce webinaire sur les retombées économiques des projets d'énergie renouvelable citoyens. Je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Énergie Partagée, je vous invite à aller sur notre site. Je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on fait, mais notre truc, c'est les projets citoyens, des projets portés, maîtrisés par des acteurs locaux, publics, privés, dans une démarche citoyenne. Voilà, vous avez beaucoup d'exemples sur notre site et vous allez peut-être mieux comprendre ce que c'est aussi en écoutant donc ce webinaire consacré aux retombées économiques locales de ces projets. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez la présentation. Vas-y, Julien, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, juste rajouter qu'on n'avait pas une vision précise de qui était dans l'auditoire aujourd'hui, puisque ce webinaire, on a lancé une invitation très très large. Du coup, n'oublie pas que tu as à ta disposition, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite question sondage pour savoir un peu d'où viennent les gens. Si tu veux, je peux la partager maintenant. Alors non, je te propose, je vais leur expliquer comment ça va se passer et puis ensuite, on fait le sondage. Pas de problème. Du No coup, problème. le webinaire, c'est un format qu'on utilise souvent, peut-être vous en avez déjà fait. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui parle. Et là, je vais être a priori le seul intervenant. Vous, en revanche, vous pouvez interagir avec moi et avec les autres par chat avec le clavier. Voilà, et me poser au fur et à mesure toutes vos questions. Et Julien va me les relayer et je vais essayer d'y répondre. Voilà, c'est comme on est nombreux, c'est le meilleur moyen pour être efficace et tenir le webinaire en 1 heure, puisque l'objectif c'est de terminer à 13h30. Et puis comme ça, je ne vous entends pas manger en même temps et c'est plus agréable pour tout le monde. Alors, avant de commencer, regardons qui est autour de la table, si j'ose dire. Julien, est-ce que tu peux lancer le sondage? Voilà, c'est fait. Donc, il y a plusieurs propositions. Vous êtes soit un collectif citoyen porteur de projet, une collectivité territoriale, un EPCI, une Comcom, un PNR, voilà, tout ce qui est collectivité territoriale, un ou une professionnelle des ENR, ou alors une association de référence qui travaille dans les ENR, qui accompagne des projets de ENR, un média ou autre. Donc, vous ne correspondez à aucune de ces 4 principales structures d'appartenance. Il vous reste quelques temps pour voter. Je vois que presque tout le monde a voté. Et nous avons donc pas mal de porteurs de projets citoyens, collectifs porteurs de projets citoyens. Et puis, juste après, un public de collectivité territoriale. Il y a un journaliste ou une journaliste parmi nous. Et puis, des gens qui se déclarent autres aussi. Voilà, je pense que je vais mettre fin au vote et Ok, je vous merci. partage les résultats. Voilà. Bon, je vous propose de commencer. Alors, juste pour vous dire, donc Énergie Partagée, la structure, le réseau est créé formellement depuis 2010, mais depuis les années 2000 en France, des citoyens, des collectivités ont déjà commencé à se réapproprier la production d'énergie renouvelable en s'impliquant localement dans des projets. Donc ça fait longtemps qu'on en parle. On a beaucoup poussé depuis maintenant plus de 10 ans à l'émergence de projets citoyens d'énergie renouvelable. Et derrière notre conviction que c'est bon pour le territoire, c'est bon pour la démocratie locale, c'est bon pour la transition énergétique, c'est bon pour le développement local. Derrière ces convictions, on peut rentrer aujourd'hui, avec le recul qu'on a, dans une première phase d'évaluation des effets de ces projets. Et évidemment, on pourrait regarder beaucoup de choses, notamment on pourrait regarder tout ce qui est utilité sociale, impact social, puisque c'est, j'ai envie de dire, la spécificité de ces projets, d'être au croisement
de tout plein de projets de territoire. Enfin, ce sont par excellence des projets de territoire. Donc, il y aurait bien d'autres manières de les évaluer que par le traditionnel indicateur économique. Mais en même temps, ça nous a paru important de rapidement évaluer cet aspect-là, la dimension économique, pour qu'on puisse avoir des données solides et fiables issues du terrain, issues des projets, des vrais projets qui existent aujourd'hui sur le territoire en France, pour voilà, dire, bah oui, un projet citoyen d'énergie renouvelable, ça rapporte combien? Et surtout, par rapport à un projet classique, privé, est-ce que ça rapporte plus? Est-ce que ça rapporte moins? Voilà. Donc ça nous paraissait vraiment important. Voilà, pour vous dire, on n'est pas que dans une approche économique et on compte bien aller étudier d'autres aspects, d'autres effets positifs des projets citoyens et de leur utilité sociale. Pour l'heure, on va parler économie. Économie, donc vous allez voir, l'économie chez nous, on va dire dans la méthode qu'on a choisie, parce que produire des données fiables, eh ben ça, il faut avoir une méthode et du temps pour collecter les données. On a commencé donc par la méthode et on a choisi ces indicateurs-là. Donc, vous allez voir, je vais souvent y revenir après. Donc, c'est le moment où il faut là poser sa cuillère et vraiment écouter. On a 5 indicateurs euh, qui nous ont d'évaluation. 2 classiques. Classiques parce que ça a toujours fait l'objet d'évaluation jusqu'à présent. C'est la fiscalité et les loyers. Parce que ça, évidemment, ça oui, ce sont des retombées économiques pour n'importe quel projet d'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs un des mérites de la filière d'énergie renouvelable. Mais quand elle est citoyenne, on peut s'intéresser à 3 autres indicateurs. Le premier, c'est l'emploi et la prestation. Alors, l'emploi et la prestation de qui? En fait, il s'agit moins de l'emploi et des prestations des entreprises qui portent les projets. Aujourd'hui, en fait, dans notre réseau, concrètement, elles emploient très peu de personnes, mais en revanche, elles font travailler du monde. Et si possible, dans leur démarche citoyenne de projet de territoire, nos porteurs de projets essayent de faire travailler un maximum à compétences égales et au prix de marché actuel des entreprises locales. Donc ça, on le savait, mais il fallait le prouver, il fallait l'évaluer, le mesurer. C'est ce qu'on a essayé de faire là dans cette étude. C'est les bénéfices nets et les salaires des entreprises locales qui ont été appelées à travailler pour les projets d'énergie renouvelable dont on parle. Ça, c'est l'emploi à prestation. Et il y a les revenus de l'investissement. C'est l'autre spécificité des projets citoyens, c'est en développant un actionnariat local et majoritaire dans la plupart de nos projets, euh, on garantit au territoire le droit aux dividendes des projets. Donc le droit de percevoir les bénéfices de la vente d'énergie de tous ces projets. Donc ça, c'est 2 indicateurs, on va dire vraiment qui nous intéressaient beaucoup. Et à ce stade-là, je dois tout de suite dire, je vais beaucoup utiliser le mot local. Il faut bien donner une définition du local. Là, la définition que nous avons choisie, c'est l'échelle géographique suivante, département et département limitrophe. Donc on est allé voir la localisation des actionnaires des projets, des entreprises qui ont travaillé pour eux, et on a regardé s'ils sont dans le département limitrophe. Et on a compté que ce qui était dans le département limitrophe. Ce qui était en dehors, on ne s'en est pas beaucoup intéressé. On n'a pas compté l'ensemble des retombées économiques pour le monde entier de tous nos projets. On a vraiment regardé à l'échelle département et département limitrophe. Voilà, donc à ce stade-là, je suis déjà rentré un petit peu dans la méthode, mais je vais préciser un peu les choses. Comment on a procédé? On a eu un échantillon de projets, donc 36 installations en fonctionnement
aujourd'hui, donc avec lesquels on a du recul, qui représentent 88 donc mégawatts installés. Beaucoup de projets photovoltaïques en toiture, portés par des coopératives, donc avec une bonne représentation du coup sur cette filière-là. Et puis quasiment tous nos projets éoliens citoyens en fonctionnement. Donc une bonne représentation aussi sur cette filière-là. Sur le photovoltaïque au sol, on a quelques projets, mais pas encore très représentatifs. Et puis on n'a pas fait d'autres filières, ni bois énergie, ni hydroélectricité ou méthanisation. Ça sera pour plus tard. Ensuite, avec les données de ces 36 installations, on a pu établir des ratios par filière et par mégawatt installé. Des ratios pour chacun de nos indicateurs. Ce qui nous a permis ensuite d'extrapoler à l'ensemble de notre parc, le parc d'installations citoyennes aujourd'hui en fonctionnement en France. Donc à l'époque où on a fait l'extrapolation, c'était 98. Aujourd'hui, c'est plutôt 110 ou un peu plus que ça. À l'époque, c'était l'été dernier. Toutes nos données viennent du terrain. Elles ont été apportées par les porteurs de projets à travers un travail d'enquête qui a été mené chez nous par une personne qui s'appelle Adrienne Pernaut-Dubreuil, qui aujourd'hui est animatrice en Île-de-France, qui a passé beaucoup de temps à aller, enfin, non seulement déjà à faire la méthodo, mais en plus à aller chercher les données auprès des porteurs de projets. Et puis elle a complété ça, notamment pour les données emploi des indicateurs ou des ratios données statistiques d'une grosse base de données qui s'appelle ESAN, qui est utilisée par tout le monde au niveau européen. Voilà. Et on a calculé les retombées économiques de tous ces projets actuellement en fonctionnement en prenant en compte les retombées à venir. Donc, typiquement, les dividendes, on n'a pas regardé que ce qui avait été versé en 2019, on a regardé tout ce qui devrait être versé si le projet se déroule conformément au business plan d'ici les 20 prochaines années. Voilà, on a pris la durée de vie 20 ans, on n'est pas allé plus loin. Au final, voici les résultats. Donc pour l'ensemble des filières là, qu'on a, enfin, éolien et photovoltaïque qu'on a étudié, alors ce qui est le plus intéressant, c'est comment ça se répartit. Évidemment, le 98 millions d'euros, on aurait pu mettre, si on était un peu plus filou, les 100 millions d'euros. C'est donc la somme des retombées économiques locales de tous les projets citoyens en France. Ça parle ou ça parle pas, ça je vous en laisse juge. Ce qui est intéressant, c'est la répartition moyenne. Et on voit que si on ne comptait que les loyers et la fiscalité, on passerait à côté de pas mal de ces retombées économiques locales. Et donc, tout ce qui va bénéficier aux entreprises prestataires et tout ce qui va bénéficier aux actionnaires citoyens de ces projets, c'est les 2/3 des retombées économiques. Ce qui nous permet de dire de manière de dire en creux, mais sans faire d'erreur, il nous semble, que par rapport à un projet privé classique qui génère des loyers, génère de la fiscalité, génère une part assez variable d'emplois et de prestations locales. Hein. On ne peut pas dire que ces projets ne font jamais travailler des entreprises locales. Non, ça va dépendre beaucoup de la politique des développeurs, puis de la filière. Mais globalement, on peut dire, avec pas mal de prudence dans nos calculs, que les projets citoyens rapportent au territoire 2 à 3 fois plus de retombées économiques que les projets classiques et privés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder plus finement dans le détail. On peut voir, d'une part, que ces retombées et ces profils ne sont pas les mêmes selon la filière. En gros, je vais mettre de côté le solaire au sol. Je vous ai dit que c'était pas tout à fait représentatif. On n'avait pas assez de projets. Mais entre l'éolien citoyen et le solaire en toiture, on voit que c'est vraiment pas le même profil. Notamment, la fiscalité est beaucoup plus importante dans l'éolien.
La part de main-d'œuvre locale pour l'installation des panneaux en toiture qui sont voilà, des panneaux sur donc une diffusion de bâtiments est bien plus importante que dans l'éolien où c'est à un endroit bien ciblé qu'on fait un gros chantier. Heu, voilà et puis en termes de revenus d'investissement, c'est difficile encore de commenter, mais c'est sûr que dans l'éolien citoyen, vu les masses financières, que cela mobilise, les retombées sont significatives. Si on doit retenir, d'autres chiffres, ce qui est intéressant, c'est celui-ci. Le Pour 1 € investi, 2,5 € en moyenne qui profitent au tissu économique local. C'est pareil en fait, qu'est-ce qu'on a fait comme calcul? On a regardé l'ensemble des 100 millions d'euros de retombées. Heu, on a regardé combien il y avait de projets, combien de fonds propres avaient dû donc fonds propres, donc c'est pas la somme du coût enfin c'est pas le budget total du projet, c'est vraiment juste les 20 de ce budget qui ont été apportés par des actionnaires pour, rendre, bancable le projet, pour le rendre finançable. Et donc si on regarde ramener ces 100 millions d'euros ramenés aux fonds propres nécessaires pour sortir tous les projets de notre mouvement, on calcule que, pour 1 € investi par un actionnaire citoyen, une collectivité, un développeur, un habitant, qui est par énergie partagée, qu'il investisse dans un projet citoyen, ça génère 2,5 € de retombées économiques pour le territoire quand le projet est sorti de terre. Voilà un petit peu, nos résultats. Je vais m'arrêter là pour, commencer à répondre à quelques questions peut-être? Oui, Arnaud, une première question. Il y avait une première question sur nos liens avec Enercop. Donc là, j'ai répondu par écrit qu'effectivement, on faisait partie d'un même mouvement. Et une autre question là, qui est posée par Stéphane sur comment ont été reçus ces résultats assez significatifs de cette étude par le monde économique, par le monde politique. Est-ce que déjà, il y a des retours et des premières conséquences à cette étude? Alors, on a présenté ces résultats aux Assises nationales de l'énergie citoyenne à Montpellier en fin d'année dernière, où il y avait, 550 participants, dont, un tiers de personnes du monde privé, de développeurs, et puis, beaucoup de collectivités et toutes les grandes institutions, qui travaillent avec nous. Ça a été plutôt très bien reçu. Du point de vue des développeurs, effectivement, on s'attendait, à une levée de bouclier, à la contestation de la méthodo, et en fait, pas du tout. Donc en fait, je pense qu'ils sont, d'une part, assez, conscients de voilà, des approches différentes et de la robustesse de cette méthode, qui paraît, on va dire, très évidente, dans ses résultats. Donc, non, plutôt bien reçu et puis, côté terrain, collectivité, on espère qu'elles s'en saisiront pour comprendre que ces projets, c'est aussi l'occasion d'accélérer leur développement économique local, de se, préparer, l'avenir, qu'elles ne connaissent pas, du point de vue de leurs ressources et que c'est un enjeu économique aussi de maîtriser le développement des énergies renouvelables sur leur territoire. Alors Arnaud, il y a besoin de quelques précisions là notamment sur l'indicateur 1 € investi égale, rapporte 2,5 € sur le territoire et notamment sur le fait que c'est rapporté aux fonds propres ou quasi fonds propres et notamment aussi sur l'enveloppe de fonds propres dont on a besoin à l'intérieur d'un projet. Est-ce que tu peux redéfinir ça rapidement pour que les gens comprennent bien du coup de quel indicateur on parle? Oui, alors en fait, quand dans un projet d'énergie renouvelable, qui va coûter 100 par exemple,
les 100 € qui vont être dépensés pour acheter les panneaux, les éoliennes, les installer, ne sont pas dépensés que par les actionnaires du projet. Ils sont aussi apportés, et même en grande partie, ils sont apportés par les banques. C'est la dette du projet. Mais évidemment, la banque ne prêtera de l'argent au projet que si il y a des investisseurs dans ce projet, des actionnaires qui ont pris le risque d'investir, d'amener de l'argent et de le mettre sur la table. Et aujourd'hui, ce ratio qu'on observe dans la filière d'énergie renouvelable, ça va dépendre des filières ensuite, mais c'est entre 20 et 40% de fonds propres, même entre 15 et 40% de fonds propres pour aller lever le reste auprès des banques. Donc là, dans le calcul du ratio, on l'a calculé par rapport aux montants qui ont été apportés par des investisseurs. Donc cette part de 15 à 40% du budget total des projets. J'en profite pour dire que c'est la raison d'être de l'outil d'investissement énergie partagée, que de venir en complément des fonds propres mobilisés localement pour augmenter les fonds propres et rendre bancable le projet, d'une part, et en plus pour assurer une maîtrise de la gouvernance, d'autre part, surtout quand il y a des partenaires privés dans l'histoire. Voilà. Alors, encore une précision, Arnaud, sur la constitution de ces fonds propres. Il y a une personne qui demande, Clémence, me semble-t-il, non, Olivier, demande si c'est uniquement de l'investissement citoyen dans ces fonds propres ou est-ce qu'on compte aussi l'investissement des collectivités? Alors pour nous, à Énergie Partagée, la définition du mot citoyen est très inclusive. Elle est très large et elle ne comprend pas que les habitants. Elle comprend aussi le monde de l'économie sociale et solidaire et elle comprend aussi les collectivités locales, donc le public. Voilà. Et pour nous, c'est tout ça la grande famille des citoyens et c'est même en fait tous ceux qui sont dans une démarche citoyenne. Être citoyen, c'est pas que une étiquette. Je suis habitant ou je suis entreprise ou je suis collectivité, c'est aussi une démarche. Et on a aujourd'hui des opérateurs privés qui peuvent se compter parmi nous pour dans les fonds citoyens apportés au projet. Du coup, sur le calcul, c'est bien sur l'ensemble des fonds investis en fonds propres par une diversité d'acteurs dans des projets citoyens. Ok, merci Arnaud. D'autres questions? Quelqu'un demande s'il y a des études similaires qui ont été réalisées par Enercop, par exemple, qui permettent de confirmer ou non ces tendances et de pondérer en fonction du montage des projets. Pas à ma connaissance. D'accord. Donc en fait, pour l'instant, c'est effectivement la seule étude qui est. Alors, après, est-ce que tu peux faire un résumé rapide sur comment sont évaluées justement les retombées locales? Parce que je crois qu'on a perdu Jacques qui pose cette question. Finalement, comment sont mesurées toutes les retombées locales? Qu'est-ce que tu peux faire un rapide résumé? Il y avait une autre personne aussi qui était un peu perdue, qui avait besoin de précision. Du coup, est-ce que tu peux reprendre peut-être juste la méthode en 2-3 phrases? Tu veux que je reprenne le webinaire en fait? Bah, vous aurez le diaporama à l'issue de ça. Ou alors, j'invite Jacques à préciser sa question, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué là, de tout reprendre. En tout cas, vous avez déjà accès sur la page d'inscription du webinaire à la synthèse de l'étude et au rapport complet avec la méthode. Après, je peux en redire 2 mots. Vous voyez toujours mon écran. On a regardé 4 indicateurs, la fiscalité et les loyers, mais aussi les revenus de l'investissement aux actionnaires aujourd'hui et demain sur la période de 20 ans de vie de l'installation, ce qui est prévu dans le business plan,
Et puis, on a regardé qui sont les prestataires des sociétés de projet et des coopératives, où est-ce qu'elles sont, leur siège social et leur antenne qui a mené la prestation, pour regarder si, donc, d'une part, les actionnaires, d'autre part, les entreprises prestataires, où est-ce qu'elles habitent, est-ce qu'elles sont sur le département limitrophe ou en dehors, et on a compté que ce qui est dans le département limitrophe. Et on a compté ça pour tous nos projets, et en additionnant donc ces 4 indicateurs-là à cette échelle locale qu'on entend par département limitrophe, on additionne tout ça et on a un résultat et une répartition pour ces 4 indicateurs. Et on voit qu'il y a des différences entre filières et on voit que du coup, c'est significativement plus rentable pour le territoire de mener un projet de manière citoyenne avec des investisseurs citoyens et locaux et en faisant travailler des entreprises locales qu'un projet plus classique qui se contenterait de la fiscalité et des loyers. Voilà, allez, en 2 mots. Bravo pour le tour de force, Arnaud. C'est une avalanche de questions sur le fil. Et là, je pense c'est le moment de rentrer dans la petite finesse du financement participatif ou du financement citoyen, puisqu'on a une question sur que pensez-vous du modèle de financement participatif pour les projets de l'ENR? Avez-vous une idée de l'impact local de ce type de financement par rapport à un projet coopératif? Donc là, on rentre dans la finesse du financement du capital, des fonds propres ou du financement de la dette. Ouais, alors aujourd'hui, le monde du financement participatif et notamment du crowdfunding, il évolue. Il évolue beaucoup en termes, que ce soit les plateformes, leurs offres financières. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire dans les grandes tendances, c'est qu'il y a très peu d'offres pour intermédier des investisseurs, citoyens, internautes, enfin des gens, pour qu'ils investissent dans les projets. On a plutôt des plateformes qui vont proposer aux gens de prêter de l'argent au projet. Donc déjà, c'est pas les sous qui vont être dépensés vont pas avoir un effet levier pour faire exister le projet. En fait, le projet pourrait exister sans eux et ils viennent juste apporter des sous, mais comme finalement n'importe qui aurait pu prêter des sous à ce projet, puisque aujourd'hui le marché et les porteurs de projets ne manquent pas d'endroits pour aller se faire financer voilà, il y a beaucoup de liquidités sur le marché financier pour parler en termes économiques. Donc, du coup, il n'y a pas déjà cet effet levier. Et ensuite, il faut regarder la part de la valeur totale du projet qui est ouverte au financement participatif. Et moi, j'ai pas fait cet exercice-là. Je sais pas s'il a été fait aujourd'hui dans le monde du financement participatif, mais il faut regarder ça. Parce que derrière des offres financières qui peuvent être très attractives pour des épargnants, des taux à 5-6% sur une durée assez courte de 5-6 ans, en fait, donc c'est attractif individuellement, mais si on regarde à l'échelle de la valeur du projet, et donc pour le territoire qui accueille cette installation, qu'est-ce que ça représente vraiment? Et voilà, et ça vaudrait le coup de faire le calcul. Je pense qu'au début des offres de crowdfunding, ça représentait vraiment pas grand-chose de la valeur économique du projet. C'était en gros une ouverture au financement participatif sur une toute petite part de la valeur totale du projet, mais ça faisait une communication très positive du projet. Peut-être aujourd'hui, les offres ayant évolué, peut-être est-ce une part plus grande, il faudrait la calculer. Nous, on ne l'a pas fait. Merci Arnaud. Je vais te demander d'apporter les réponses les plus concises possibles parce que c'est vraiment une avalanche, on a énormément de questions. Et si on veut toutes les traiter dans la demi-heure qui nous reste, il faut du coup essayer d'aller au plus vite, mais en même temps tout en restant clair. Donc, une autre question, les retombées éco sont calculées sur quelle durée? La durée de vie de l'ouvrage ou la durée de l'offre d'achat, l'obligation d'achat? Alors là, on a pris 20 ans, que ça soit éolien ou photovoltaïque. Du coup, c'est 20 ans, c'est la durée de l'offre d'achat pour le photovoltaïque, mais c'est pour l'éolien, pour les projets qu'on a étudiés, c'est la durée de l'offre d'achat de 15 ans plus 5 ans
de post-offre d'achat. Et ça, c'est du coup une, une, une marge d'erreur dans nos calculs. C'est comment les porteurs de projets, quel prix de l'énergie ils ont fixé, euh, à quel prix leur installation va-t-elle vendre entre la 15e et la 20e année. Et donc ça, c'était assez variable entre nos porteurs de projets, assez raisonnable aussi, assez prudent. Mais voilà, pour Ok. Ensuite, on a une question sur les filières qui nécessitent le plus de fonds propres. Alors, j'aurais tendance à dire plus la filière est chère à mettre en place, plus elle nécessite de fonds propres, mais tu peux peut-être affiner la réponse. Ouais, en fait, ça dépend du risque perçu par la banque. Si la banque perçoit que vous êtes, votre projet comporte beaucoup de risques, des risques technologiques ou d'autres, que vous-même vous êtes un porteur un peu olé olé. Par exemple, vous avez une gouvernance un peu innovante à l'intérieur de vous, mais de votre société de projet, mais voilà, tout ce qu'elle va percevoir comme risque, ça va se traduire par un renchérissement du coût du crédit et par la nécessité de monter les fonds propres. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur une filière méthanisation qui est moins mature que par exemple de l'éolien aujourd'hui en France, l'apport des fonds propres attendu est plutôt de l'ordre de, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais de 30 à 40%, là où sur l'éolien, on peut des fois descendre à 15% juste de fonds propres. D'accord. Il y a encore une demande de précision sur ce qu'on entend par investissement citoyen. Donc, on a bien compris que c'était des acteurs locaux, habitants, collectivités. Mais Nicolas demande si, par exemple, il y a d'autres acteurs institutionnels, comme par exemple la SNCF, qui investiraient. Est-ce que c'est toujours considéré comme investissement citoyen? Euh, je pense qu'il faut pas se laisser enfermer par les mots et les étiquettes, les catégories. Énergie partagée a une charte avec 4 piliers pour évaluer la citoyenneté des installations qu'on accompagne et qu'on finance. Euh, euh, 4 piliers. Le premier, c'est la finalité non spéculative. C'est-à-dire qu'il faut que personne autour de la table soit là pour se faire une culbute financière à très court terme. Ou alors, si c'est le cas, il faut que ça soit clairement identifié, que cette personne soit très utile au projet et qu'elle soit minoritaire dans le projet. Là, voilà. Pourquoi pas des fois, euh, si on a vraiment besoin d'eux. Mais globalement, la philosophie, c'est que tout le monde doit être là pour un investissement de long terme. Ensuite, euh, le deuxième pilier, c'est la gouvernance démocratique. Il faut que dans la société qui va posséder l'installation, qui est souvent une société dédiée ou une coopérative, il faut que la gouvernance soit démocratique. Donc ça, c'est dans un monde industriel capitaliste, une gouvernance démocratique d'une société, d'une entreprise, c'est voilà, c'est nouveau et c'est une exigence dans nos projets. Et donc, pourquoi pas avec la SNCF si elle joue ce jeu-là avec ses partenaires autour de la table. Le troisième pilier, c'est l'ancrage local. Pour nous, un projet citoyen, il faut que soit associé à l'investissement au moins un des acteurs locaux que peuvent être la collectivité, que peuvent être des habitants ou une coopérative d'habitants ou des associations. Il faut au moins qu'il y ait une composante locale et que celle-ci soit entourée d'acteurs bienveillants comme Énergie Partagée ou Enercop ou des sociétés d'économie mixte régionales, des acteurs qui ont à cœur de faire une place dans la gouvernance significative aux acteurs locaux. Voilà. Et puis le dernier pilier, c'est l'écologie. On est très vigilant à ce que le développement d'énergie renouvelable auquel on participe ne se fasse pas au détriment des territoires et des environnements locaux, des écosystèmes locaux. Tout outil de production qu'on amène sur un territoire a des impacts et on a une grille d'analyse fine pour chacune de ces filières pour être sûr que c'est bien conforme à une démarche citoyenne respectueuse de l'environnement. Donc voilà, on a 4 piliers et dès lors, on peut faire des projets avec n'importe qui pourvu que les co-investisseurs soient dans cette logique-là
de ces 4 piliers. Donc pourquoi pas avec la SNCF. Ok. Deux questions qui vont un peu dans le même sens. Kevin demande sur les 2,5 euros qui retombent sur le territoire, quelle part va pour le remboursement des 60 à 80% du budget qu'avancent les banques. Et puis, il y a une autre question, je pense qu'il va à peu près dans le même sens de Jean-Charles. 1 euro investi par les citoyens génère 2,5 millions d'euros de retombées sur 20 ans. Pour 1 euro citoyen, combien d'euros d'autres sources, sachant que les 128 mégawatts coûtent vraisemblablement de l'ordre de 150 millions d'euros, soit 4 fois le montant des 40 millions d'investissements citoyens. Donc en fait, deux questions sur voilà. Alors attends, il va falloir reprendre les questions parce que j'ai pas vu le rapport entre la première et la deuxième. Je pense que enfin, la première question, sur les 2,5 euros qui retombent sur le territoire, combien vont pour les banques en fait? Ouais, bah ça je vais commencer à y répondre, ok? Puis après je D'accord. prends la deuxième. Donc, pardon, là-dessus, quand on calcule les retombées économiques, là, on calcule pas le remboursement auprès des banques. En fait, une société enfin une installation, imaginez des éoliennes sur un territoire, elle appartient à une société. Cette société, c'est soit une filiale d'un grand groupe ou d'une entreprise privée extérieure au territoire, soit c'est une entreprise dédiée qui a été créée par les acteurs locaux, citoyens, pour posséder ensemble les éoliennes. On appelle ça la société de projet. Ils se mettent ensemble dedans, ils financent le projet, ils ont les autorisations, tout ça pour faire le projet, ils installent le projet commence à produire. Toute la valeur économique du projet vient du fait que ça produit quelque chose d'utile pour la société, c'est l'électricité. L'électricité est vendue et ça fait un chiffre d'affaires pour l'entreprise qui, avec ce chiffre d'affaires, va payer tout ce dont elle a besoin de payer, notamment le remboursement bancaire. Donc, nous, quand on fait nos calculs de retombées économiques, on a mis de côté le remboursement bancaire et on a négligé le fait, mais il faudrait le regarder, que peut-être la banque qui a prêté au projet, elle est en partie financée par des comptes courants ou des livrets ouverts localement par des gens. On n'a pas regardé ça parce que c'est peu mis en avant par les banques sur ce type de projet. Je ne sais pas si je réponds pleinement à la question. Moi, je pense que tu réponds tout à fait bien. C'est-à-dire que les 2,5 euros qui retombent sur le territoire, c'est net de remboursement bancaire. Voilà. Ah bah Puisque ouais, ça, ouais. c'est dans le compte de résultat de l'entreprise. Mmh. Donc, ça n'est pas, Et c'est pas ça qu'on appelle une retombée économique ce locale n'est pas ça dans qu'on notre appelle. méthode. Mais ça Et, ça mais aurait pourquoi pu. pas? Ça aurait pu si les épargnants qui financent la banque sont vraiment locaux et que leur argent sert vraiment ce projet. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de banques capables de flécher ça. Et alors, il y a Elisa qui demande, grosso modo, combien une collectivité locale doit-elle investir? Quel est l'ordre de grandeur? Ça, tout dépend le projet, les gisements, les technologies ou les filières choisies. Donc, c'est très variable, effectivement. Oui, ouais, c'est très variable. On voit tout, on voit des collectivités qui investissent symboliquement pour être présentes, et puis il y en a qui investissent massivement. Ça dépend de quelle échelle on parle, de collectivité, ça dépend de sa capacité à investir, de sa capacité à prendre du risque, parce qu'il y a toujours une partie de risque dans un projet d'entreprise. Voilà, mais il n'y a pas de règle. Alors, on a une autre question qui dit: en quoi les projets dits classiques génèrent moins de retombées locales? Peut-on mettre les critères locaux dans les appels d'offres classiques? Alors, donc vous pouvez toujours mettre des critères locaux dans les appels d'offres, comme on peut mettre des clauses sociales dans des appels d'offres. Ça peut venir bonifier. En revanche, enfin voilà, ça peut tout à fait. Et il peut même y avoir des cahiers des charges qui demandent de l'investissement local ou d'employer des prestations locales. Voilà, vous pouvez toujours y aller
la contrainte du cahier des charges, voilà, ouais, je m'arrête là pour la réponse à cette question. Euh, je on peut pas trop en dire plus. Bah, encore une fois, ce qui est vraiment spécifique, tout ça, c'est des retombées locales. La fiscalité, les loyers, les bénéfices ou salaires des entreprises prestataires locales et les revenus des investisseurs locaux. C'est ça, les retombées économiques locales. Maintenant, combien de projets sont capables d'avoir des actionnaires locaux, des investisseurs locaux, ou sont capables d'avoir des prestataires locaux? Bah, ça va dépendre en fait des choix qui seront faits par ceux qui portent le projet. Donc, quand les porteurs de projets sont citoyens ou dans une démarche citoyenne, ils vont avoir à cœur de maximiser cette part-là de revenus de l'investissement local. Ils vont avoir à cœur de maximiser l'emploi de compétences locales. Après, la fiscalité et les loyers, on n'observe pas de différence entre le secteur classique et les projets citoyens. Ok, merci. Je pense que du coup, tu réponds aussi à la question de José, qui comprend bien que la fiscalité et les loyers, ça c'est commun aux projets citoyens et aux projets privés. En revanche, il demande si tu as plus d'indicateurs sur les retombées des projets privés en dehors de la fiscalité et des loyers. Si tu as plus d'indicateurs, c'est-à-dire? Est-ce que tu as plus de visibilité ou est-ce que tu disais que ça pouvait être variable d'un projet à l'autre, d'un projet dit privé à l'autre, sur notamment les emplois et prestations. Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties sur ce sujet-là qui permettraient d'affiner un petit peu le propos? Non, nous, on n'a pas creusé, encore une fois. En fait, produire de la donnée et de la donnée fiable et issue du terrain, qui n'est pas issue d'hypothèses et voilà, juste d'hypothèses, ça a un coût. Ça a un coût, ça veut dire vraiment. Donc nous, aujourd'hui, dans le mouvement, pour produire cette connaissance, on a vraiment priorisé ce qu'on voulait regarder. Ce qu'on veut regarder, c'était les retombées économiques locales. Donc, on n'a pas regardé les retombées économiques sur toute la planète. On n'a pas regardé ce que l'impact en Chine, en Allemagne ou en Espagne de faire des projets d'énergie renouvelable, d'une part, et on n'est pas non plus allé regarder des projets privés, voir comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas sûr qu'ils nous auraient donné beaucoup d'informations. Après, il y a des filières, des syndicats pour chaque filière, et puis pour les énergies renouvelables, qui font des études, et je vous invite à aller les voir, et vous verrez que ils vont évaluer la fiscalité des loyers, et puis les emplois et les prestations. On peut le voir dans l'éolien, par exemple. Voilà. Ok, merci Arnaud. Une autre Après, ils n'ont question. pas forcément l'entrée locale. Ce que je veux dire, ils n'ont pas forcément un indicateur de localité. Ils sont plutôt sur les retombées en général des projets d'énergie renouvelable. Merci. À partir de combien d'années les revenus de l'investissement amortissent les montants engagés? À partir de combien d'années? Les revenus de l'investissement amortissent les montants engagés. Là encore, je pense que c'est sur... ça ne rentre pas vraiment dans le calcul des retombées économiques locales, puisque tout ce qui est dotation aux amortissements, etc., c'est déjà comptabilisé dans le projet. Mais si vous voulez, globalement, en théorie, un projet, il peut commencer à verser des dividendes à ses actionnaires quand il a fini de rembourser la banque. Et c'est généralement au bout de 7-10 ans. Mais on sait qu'il y a des montages financiers tout à fait légaux et tout à fait acceptés par les banques pour quand même permettre un partage de la valeur plus tôt
notamment sous forme de compte courant d'associés. Et donc, les actionnaires peuvent faire remonter des premiers intérêts avant cette période de 7-10 ans, qui est la période de remboursement de la banque. Alors, il y a une personne qui demande aussi d'avoir plus de précision et d'avoir les chiffres en termes de retombées d'emplois directs et indirects sur le local. Est-ce que ça, il y a des détails dans la Alors, note méthodo? ouais, il y a des détails. Après, on n'est pas allé regarder les retombées indirectes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on calcule les salaires versés aux entreprises de BTP, aux bureaux d'études et qui ont servi le projet, on n'est pas allé voir qu'est-ce qu'ils font avec cet argent et donc les salariés de ces entreprises-là. Est-ce qu'ils le dépensent plutôt localement ou plutôt pas localement pour des dépenses, pour des consommations qui sont plutôt locales ou pas, pour aller continuer de calculer ce que vont générer dans le tissu économique local c'est les salaires qui auront été versés grâce à ce projet. On n'est pas allé faire ça. Oh là là. Et ça, pour faire ça, en fait, on peut faire ça à l'échelle de grandes mailles de territoire, parce qu'il y a des bases de données INSEE, ESAN, tout ça. Mais à l'échelle de territoire comme ça serait une sacrée enquête. On l'a pas fait, à ma connaissance, personne ne l'a jamais fait. Ok, merci. Est-ce que... Et juste de la même manière, bon non, je m'arrête là, sinon on va rentrer dans des considérations stats trop bizarres. Ok. Quel impact de la baisse progressive des tarifs d'achat sur le ratio 1 euro investi, 2,5 € gagnés pour le territoire? La baisse progressive des tarifs d'achat. Normalement, ils sont garantis sur la En durée fait, du... ouais, là, il y a deux choses. Il y a le prix de l'énergie à la fin du contrat de tarifs garantis de tous ces projets. Donc au bout de 15 ans, au bout de 20 ans pour le photovoltaïque. Après, ça sera quoi le prix? Et donc là, on ne sait pas, mais on n'a pas non plus calculé au-delà de 20 ans parce que ça devenait un peu trop fragile de se baser sur un prix de l'énergie dans 20 ans. En revanche, pour les projets actuels qui vont continuer de sortir et qui vont avoir des prix d'achat garantis, de tarifs d'achat moindres que les projets qu'on a étudiés là, est-ce qu'on peut quand même leur appliquer les ratios? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si les prix garantis, dans une certaine mesure, les coûts aussi vont se réduire, et si bien que la rentabilité peut changer, mais pas du simple au double. En tout cas, c'est plus le cas. Peut-être dans l'éolien, il va y avoir une baisse des perspectives de rentabilité avec les changements de tarifs, le passage au marché, le complément de rémunération. Et ben, ça impactera le revenu des investisseurs, notamment et dont les investisseurs locaux. Et bah, c'est sûr, ça fera moins de retombées économiques. Mais c'est intéressant comme question parce que c'est bien, ça montre bien, face à la critique de dire que les énergies renouvelables sont subventionnées et que ça coûte cher au pays, à la France, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on cherche à maximiser les retombées économiques de ces projets, notamment en faisant de la place aux investisseurs locaux, finalement, ça permet que ce financement public des énergies renouvelables revienne au territoire et ne soit pas juste trop capté par des portefeuilles privés qu'on ne connaît pas et qui sont extérieurs au territoire. Et encore plus quand la collectivité elle est investisseur, c'est là où ça a encore plus de sens. J'ai envie de dire, c'est presque de l'argent public qui revient dans les caisses publiques, mais à un niveau local. Ok, merci Arnaud. Une petite précision sur les loyers concernant les toitures PV. Comment c'est calculé? C'est pas calculé. On nous l'a dit. C'est les porteurs de projets qui nous disent, bah, nous, le loyer qu'on a signé pour nos toitures, c'est tant. Voilà. C'est assez variable entre projets, selon l'âge du projet, quand est-ce qu'il a été fait,
Et puis, selon la taille de la toiture, selon, voilà. Là, j'ai pas les chiffres pour rentrer au mètre carré, selon les projets, mais voilà, c'est des données brutes, ça. Ça, c'est typiquement de la donnée qui vient du terrain, qui est inscrite dans les registres de compte, on part pas d'une hypothèse. Ok. Concernant une question pour aller un peu plus loin sur notre grille d'analyse pour le pilier qui concerne les exigences écologiques, est-ce que on réalise des études de cycle de vie pour les installations de production d'énergie renouvelable? Est-ce que tu peux détailler un peu justement le pilier écologique? Bah non, je peux pas trop détailler le pilier écologique. En fait, ça dépend beaucoup des filières. Et en tout cas, aujourd'hui, nos indicateurs ne sont pas tant sur la fin de vie de l'installation, qui est aujourd'hui des choses assez bien bordées légalement. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas spécialement de plus-value dans une démarche citoyenne que dans une démarche classique privée qui respecte juste la loi. Voilà, donc ce qu'on va regarder, c'est des enjeux propres à chaque filière. Donc sur la méthanisation, bah, c'est vraiment lié au modèle agricole des exploitations, et donc on regarde beaucoup quels sont les intrants dans le méthaniseur, et comment le projet de méta peut servir à une évolution des pratiques culturelles des agriculteurs qui soutiennent le projet. Sur l'éolien, bah, on va être très attentif aux enjeux de biodiversité et de bruit, et on va voir comment c'est pris en compte dans les études d'impact et quelles mesures sont prises en compte pour réduire ces impacts-là. Sur le solaire, c'est beaucoup sur la question du photovoltaïque au sol. On est très vigilant sur la question d'à quel endroit on met ces panneaux au sol, et notamment, on est très vigilant sur les conflits d'usage avec des terres agricoles. Ouais, là, je résume, mais en gros, vous voyez que ça va varier selon les filières, et c'est plutôt au moment de la conception du projet que pour nous, il y a des enjeux. C'est pas tant sur la fin de vie qui est déjà bien bordée avec tout ce qu'il faut réglementairement. Ok, il nous reste 6 minutes sur... Ah, et sur les panneaux, quand même, on a clairement, on regarde l'analyse de cycle de vie pas en détail, mais du panneau, et quasiment tous nos porteurs de projets aujourd'hui sont sur des panneaux assemblés en Europe, si possible. Et en tout cas, on regarde beaucoup la qualité, parce que déjà, c'est directement lié aussi à sa durée de vie, et donc à la rentabilité sur le long terme de leur projet. Ok, merci. Arnaud, il reste 5 minutes sur ce webinaire. J'invite ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu l'impression d'obtenir une réponse claire, de reposer ces questions, de les reformuler, parce qu'elles n'étaient pas toutes faciles à résumer. Est-ce que... alors là, une question sur les montages financiers avec les collectivités locales. Depuis que la loi énergie limite l'apport possible des collectivités à 5% de leur fonds de fonctionnement, et à 4 ans en compte courant d'associés. Donc bref, il y a une modification de la loi qui restreint un peu les possibilités pour les collectivités. Donc du coup, est-ce que ça a, selon toi, des conséquences et des incidences déjà visibles? Alors oui, ça en a. C'est une contrainte de plus pour les collectivités qui souhaitent investir. C'est fortement débattu, et aujourd'hui, il y a une mobilisation forte de notre mouvement, et aussi j'ai envie de dire, des syndicats de collectivités ou de leurs regroupements en réseau, pour faire bouger les choses, faire prendre conscience aux parlementaires que là, il y a un vrai paradoxe à vouloir développer les énergies renouvelables localement, citoyennes, de vouloir que les collectivités s'impliquent. Il y a eu des modifications légales dans la loi pour que les collectivités puissent être investisseuses dans des sociétés privées, pourvu qu'elles produisent de l'énergie renouvelable sur leur territoire.
Il y a eu voilà, tout plein d'avancées et puis là, il y a, ce dont vous venez de parler qui vient restreindre, les possibilités de financement et surtout les possibilités pour la collectivité de percevoir comme ses partenaires, privés, des intérêts, des retombées, des dividendes des projets dans lesquels elle investit et donc là, il y a les choses bougeront certainement, mais pour l'instant, c'est vrai que ça nous cause, du souci et on trouve des alternatives, à court terme, sur d'autres produits financiers, ou sur plus de précautions, dans certains montages. Mais on aimerait bien que les choses changent pour, bah, libérer la capacité d'investissement des collectivités qui, selon nous, ne doit pas être, comment dire? Dégradée par rapport à celle des investisseurs privés. Merci Arnaud. Une autre question sur le discrédit qui est porté par certains politiques ou certaines associations sur les éoliennes. Moi, ce que je pouvais apporter comme réponse, c'est qu'on savait déjà que les projets citoyens, puisqu'ils sont faits vraiment en concertation et avec le territoire, avec les acteurs locaux, ils favorisaient l'acceptabilité sociale de ce genre de projet, que bon, ils étaient un peu moins chers pour les collectivités aussi, car on mobilise de l'épargne locale, et puis qu'il y avait quand même beaucoup de liens sociaux et de pédagogie qui entouraient ces projets, donc qui permettaient vraiment des retombées positives, autres que cette fameuse retombée économique. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ce chiffre comparé à certains discrédits qui est apporté sur l'éolien? Est-ce que ce chiffre peut aider à faire tomber des barrières? Bah, j'ai envie de dire, bon, le chiffre, il est tel qu'il est. On voit si on verra si ça parle et ça suffit pour convaincre des anti-éoliens, je pense pas. Des collectivités hésitantes qui n'ont pas pris la mesure de l'opportunité que c'était pour le développement de leur territoire, sans doute, ça les aidera. Je pense que derrière le montage citoyen de projets d'éoliennes, en particulier, ce qui est vraiment, une garantie de que le projet sera, équilibré et acceptable pour le territoire, c'est une réelle participation à la gouvernance du projet des collectivités et du tissu citoyen, local. S'ils sont dans la gouvernance et donc pour être dans la gouvernance, il faut être investisseur. Il y a pas de secret. C'est quand même assez lié, même si on peut des fois, décorréler un petit peu, il faut l'être. Donc si les collectivités et les citoyens sont dans la gouvernance en tant qu'investisseurs des projets éoliens qui se font sur leur territoire, ils vont prendre des décisions qui les concernent. Ils vont, en termes de taille, d'implantation, ils vont être pleinement conscients des impacts pour leur territoire, de aussi ce que ça rapporte. Ils vont prendre des décisions, ils vont arbitrer pour un arbitrage entre développement local, transition énergétique et préservation de leur environnement, préservation de leur patrimoine local. Et qui est mieux à même de juger et de faire cet équilibre que les acteurs locaux eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on encourage dans les projets citoyens à ce qu'ils soient dans la gouvernance, qu'ils maîtrisent leurs projets, qui fonctionnent de manière transparente pour aussi que tous les habitants, riverains et autres puissent voir comment est développé et sont prises les décisions. Et dès lors, on pense que ça se passera beaucoup mieux que si effectivement tout est une boîte noire, que ça soit quelle décision est prise, par qui et à qui ça rapporte. Là, c'est pas des bonnes conditions pour défendre des projets qui en plus peuvent avoir des impacts qui sont décriés. Je sais pas si Ok, je réponds. Ouais. je pense que c'est pas mal. Il y a plus de questions en tout cas pour l'instant, qui tombent sur l'onglet de conversation. Alors, il y avait d'autres questions très générales sur l'OA, à quel tarif est achetée l'électricité, etc. Bon, je pense que c'est des questions vastes et qui demanderaient des heures et des heures de développement pour bien De comprendre, formation. de formation. Et donc, du coup, effectivement, on ne peut pas y répondre dans le cadre de ce webinaire. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent toujours pas bien la comparaison entre
les projets citoyens et les projets privés, puisqu'ils trouvent qu'il n'y a pas du tout d'approche des projets privés. Et donc, il se trouve que du coup, notre comparaison est peu pertinente. C'est son droit. Et voilà, en tout cas, je relaye la remarque. Et du coup, je pense qu'on a purgé l'essentiel des questions. Il y en avait beaucoup. Elles partaient pas mal dans tous les sens. Et je te remercie en tout cas d'avoir fait l'exercice de résumer et de raccrocher tout le monde au wagon. Et j'invite surtout, j'ai partagé le lien pour les gens qui voudraient vraiment rentrer dans la finesse et les détails de cette étude, de télécharger la note méthodo de cette étude. C'est 35 pages qui détaillent bien l'ensemble des données et qui le regardent là et qui n'hésitent pas, même par la suite, s'il y a d'autres questions, à nous les envoyer par mail ou sur le mail de l'asso. Et on se fera fort, bien sûr, de répondre à toutes ces questions a posteriori, si vous en avez, parce que c'est vrai que il ne s'agit pas de claironner des jolis résultats comme ça, encore faut-il qu'ils soient bien compris et bien argumentés. Arnaud, est-ce que tu avais une petite conclusion? Alors moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des formations énergie partagée avant qu'on se quitte. Et je dis à ceux qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, notamment les dernières questions, de pas quitter, même si on termine le webinaire. On laisse ouvert la salle virtuelle et je vais répondre par le chat à vos questions pour que... Voilà. Ok, super bien. Donc, écoute, les prochaines, bien sûr, sur le site d'énergie partagée, dans la rubrique Monter un projet, vous avez donc la rubrique des formations, avec en particulier un planning qui vous indique les différents rendez-vous, les prochains rendez-vous partout en France sur la formation, et en particulier pour les agents du CNFPT. Je vous signale que le 6 avril, nous aurons un module avec le CNFPT sur le financement participatif de projets d'énergie renouvelable, stratégie et outils méthodologiques, donc ce qui permet d'aborder la structuration juridique et financière des sociétés de projets d'énergie renouvelable, et donc on va étudier après les mécanismes de financement, donc si vous voulez aller plus loin. Et que en décembre, pour ceux qui commencent seulement cette aventure dans les énergies renouvelables citoyennes, là nous aurons donc à la fin de l'année un même stage avec le CNFPT de 2 jours et demi pour comprendre justement l'implication des citoyens pour une meilleure acceptabilité sociale des projets participatifs d'énergie renouvelable, donc ce qui correspond vraiment à un module d'initiation pour rentrer dans cette logique-là. Donc, tu peux mettre le lien dans le chat ? Absolument, je vais mettre le lien vers ces deux stages CNFPT et plus généralement vers le planning des formations. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, et donc je laisse la réunion le chat ouvert pour que je réponde à 2-3 questions. Pour répondre encore à 2-3 questions qui étaient nombreuses. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au revoir. À bientôt.